environnement de réalité virtuelle. D'accord. Donc, on a vu qu'on commençait par construire des objets en 3D. Ensuite, on les importait dans la scène et on peut interagir avec ces objets en utilisant les périphériques, d'accord, adaptés. Donc, on a vu les périphériques qui peuvent être spécifiques, comme les périphériques de retour d'effort. Et on a vu tous les dispositifs d'affichage possibles en réalité virtuelle. Maintenant, on va voir si on affiche, d'accord, quels sont les types d'affichage qu'on peut avoir en réalité virtuelle. Alors, il y a des affichages qu'on dit semi-transparents, fenêtre sur le monde et projeté. Donc, si on est sur un affichage de semi-transparent, ça veut dire see-through display. D'accord? Et dans le see-through display, comme on le voit par exemple sur un pare-brise, et donc on voit à travers pour voir l'environnement réel, mais en plus on a un dispositif virtuel, plutôt une information virtuelle qui est affichée sur les pare-brises. Donc là, c'est un ancien modèle de pare-brise. D'accord. Par contre, actuellement, par exemple, ce Toyota, il affiche même la vitesse des voitures qui sont à côté. D'accord. Donc, vous savez en fait que pour doubler une voiture, il faut être à une vitesse supérieure à la voiture d'à côté de 20 km/h. Donc, pour afficher l'information de la vitesse qui est à côté, on peut savoir si a priori on peut doubler ou pas la voiture qui est à côté. Alors, pourquoi on dit que c'est semi-transparent, ou bien un see-through? Et donc, on a une vitre, d'accord, une vitre à partir de laquelle on peut voir à travers, d'accord, c'est un see-through, donc on peut voir à travers les objets, mais aussi on a une information virtuelle sur la vitre, d'accord, qui est affiché à l'aide d'un projecteur. Donc, il y a un projecteur, d'accord, qui affiche ou bien qui projette l'information. Exactement, c'est de la réalité augmentée. On a une augmentation, d'accord, on a l'information virtuelle et on a l'information réelle. Donc, on voit le monde réel plus une augmentation virtuelle sur l'affichage. Donc, ça, c'est un affichage qui est semi-transparent, d'accord, ce qu'on appelle semi-transparent. Semi, donc à moitié transparent pour voir le monde réel, et l'autre moitié qui n'est pas transparente, c'est pour afficher l'information virtuelle. Donc, ce genre d'affichage, par exemple, on l'utilise dans, tel qu'a dit votre camarade, en réalité augmentée sur les lunettes de réalité augmentée de Microsoft, elles s'appellent comment? J'ai oublié. Vous les connaissez? Des HoloLens, voilà, très bien. C'est des HoloLens. Donc, le principe des HoloLens, c'est un peu comme ça. Donc, on a une projection sur la vitre, d'accord, pour voir à travers. Et donc, on a un autre aussi type d'affichage, qui est tout aussi semi-transparent. Mais là, par contre, l'émetteur, il affiche à l'intérieur de la vitre. Donc, en même temps, c'est une vitre qui est semi-transparente, donc on peut voir le monde réel, mais l'information virtuelle n'est pas projetée sur la vitre, mais elle est carrément projetée à l'intérieur de la vitre. D'accord? Donc, l'émetteur, il est à l'intérieur de la vitre, et donc comme ça, on peut avoir l'information qui est augmentée. Donc, on a ce genre de lunettes, par exemple. Là, vous voyez, en fait, ça date de... C'est pas très récent, d'accord? Donc, c'est une technologie qui a commencé il y a un certain temps, où le dispositif d'affichage, il est de projection, il est à l'intérieur même de la vitre. D'accord? Donc, on projette à l'intérieur de la vitre. Après, on peut avoir un autre type d'affichage qui n'est pas du tout transparent. D'accord? Donc, c'est le principe des téléviseurs 3D. D'accord? Donc, c'est des OLED. Et là, l'information, elle est projetée carrément pour avoir une information en 3D. D'accord? Après, bon, on a un autre type d'affichage qu'on appelle projeté.
Et là, on peut voir, par exemple, comme ça, c'est des tables de réalité virtuelle. Il y a des exemples, voilà, de jeux. Celle que j'ai vue, c'était un exemple de jeu. Donc, comme ça, on a une table où on peut, par exemple, projeter un dé, faire lancer le dé. Et en fonction, voilà, c'est des jeux qui sont comme ça. D'accord. Donc, projeter sur un dispositif d'affichage. Là, projeter sur une surface. Et là, se projeter, par exemple, sur une table. Après, on a autre type de projeté, on a le projeté rétinien. D'accord. Dans le projeté rétinien, le système de projection, il est aussi sur la vitre, mais il est centré directement sur la rétine. D'accord. Donc là, c'est un dispositif qui est projeté rétinien, donc il est directement sur la rétine. Donc là, ce qu'on a vu, c'est donc le matériel, qui nous permet d'utiliser en réalité virtuelle, en réalité augmentée. Et donc, ça peut être carrément affichage en semi-transparent et donc qui nous permet de faire de la réalité augmentée, ou un affichage projeté qui nous permet sur des surfaces, qui nous permet de faire aussi de la réalité virtuelle, mais là sur une surface de projection. D'accord. Et puis, on peut aussi avoir du projeté rétinien, donc projeté sur la rétine. Maintenant, si on cherche à voir, ça c'est pour les affichages qui sont semi-transparents. Maintenant, pour des affichages qui sont pas du tout transparents, et donc ça va être par exemple les casques en 3D ou bien les téléviseurs 3D, comment on peut avoir cette information de relief? Comment on peut avoir la troisième dimension? Parce qu'on sait, sur un dispositif d'affichage en 2D, on peut avoir l'information en 2D. Comment on peut avoir la troisième? Comment l'œil humain aperçoit la troisième dimension? D'accord. Et là, c'est ce qu'on appelle la stéréoscopie. Alors, la stéréoscopie, vous allez la voir si vous ne l'avez pas déjà fait en synthèse d'image, je pense. Donc, la stéréoscopie, donc, pour pouvoir voir en 3D, c'est qu'on a pour l'œil droit et l'œil gauche, on a des informations qui sont un peu... Il y a une disparité entre les deux, d'accord, images qui sont données pour chaque œil, droit et gauche. Maintenant, comment elle est cette disparité, d'accord? Pour pouvoir visualiser dans l'espace, ça veut dire qu'on va voir des choses qui sont avant le plan et des choses qui sont arrière-plan pour pouvoir voir de la 3D, d'accord? Pour que ça devienne un cube. Alors, on parle de parallaxe. On va commencer par le parallaxe nul. On parle de parallaxe nul quand on voit l'information directement sur l'écran, hein, ou sur le panneau. Ça veut dire que l'œil droit et l'œil gauche vont voir la même chose. D'accord? Maintenant, on peut avoir un parallaxe positif ou négatif si l'information qu'on aperçoit, elle est plus ou moins avant ou derrière l'écran ou le plan. D'accord? Alors, pour pouvoir visualiser ces informations en 3D, on a ce qu'on appelle la stéréoscopie anaglyphe. Et donc, je vous avais dit qu'il y a une disparité entre l'image qui est donnée à un œil, le droit, et entre l'œil gauche. Là, on va utiliser un filtre couleur. D'accord? Donc, c'est des lunettes avec des couleurs qui sont opposées dans le spectre des couleurs. Donc là, un œil va voir filtrer en rouge et l'autre, il va filtrer en bleu. Et donc, quand on va l'utiliser, les deux, la combinaison, va nous montrer une image comme ça avec du relief. Et comme la 3D, c'est du relief. Alors, la troisième dimension, c'est le relief. Maintenant, on peut avoir des lunettes par ce qu'on appelle un multiplexage temporel. Ça veut dire que la différence qu'on va avoir pour un œil et pour l'autre, elle n'est pas par rapport à la couleur, mais elle est par rapport au temps. D'accord? Donc, les deux images vont être pas les mêmes par rapport à une synchronisation de temps. D'accord? On parle de stéréoscopie par polarisation quand on utilise, donc là, vous avez reconnu, c'est des téléviseurs 3D. D'accord? Le principe des téléviseurs 3D, c'est qu'on a des faisceaux lumineux, d'accord? Donc, les rayons vont être, d'accord, filtrés sur des lunettes. Donc, il faut avoir des lunettes 3D pour voir, pour regarder des films 3D sur des télévisions. Donc, les deux filtres, donc on a des filtres qui vont filtrer
les rayons, d'accord, différents d'un œil vers un autre. Donc, un va bloquer une certaine lumière, l'autre va la laisser passer inversement. Et donc, cette différence, cette disparité dans la perception d'un œil par rapport à l'autre va nous donner l'impression du relief et donc de la 3D. D'accord? Donc, ça, c'est... Alors, ce qu'on a vu, c'est comment... quels sont les types d'affichage, c'est-à-dire comment on peut voir en réalité virtuelle. En réalité virtuelle, on peut voir de la 3D, comme on peut voir à travers. D'accord? Donc, on a vu à travers comment, quels sont le matériel et les technologies qu'on peut utiliser pour voir à travers et donc pour faire de la réalité augmentée. Et quelles sont les technologies qui nous permettent de voir en 3D, d'accord, pour faire de la réalité virtuelle. Alors, si on suit l'enchaînement de tout ce qu'on a vu, on a vu comment construire un environnement de réalité virtuelle sur une station, d'accord, sur un poste. Maintenant, comment on peut faire pour partager cet environnement de réalité virtuelle entre différents utilisateurs? Donc, par exemple, là, ça revient à... il y a différents exemples d'utilisation de la réalité, ce qu'on appelle la réalité virtuelle distribuée. Donc, on n'est plus un ou plusieurs utilisateurs sur un monoposte, mais nous sommes différents utilisateurs sur différents postes. Et donc, ces différents postes partagent le même environnement de réalité virtuelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils partagent les mêmes scènes et donc ils ont les mêmes interactions. Et donc, chaque utilisateur qui va faire une action sur son poste, les autres doivent avoir les mêmes répercussions de cette action sur les autres postes. D'accord? Donc, pour faire de la réalité virtuelle distribuée, donc, il y a plusieurs exemples. Ça peut être des activités de prototypage ou de collaboratif. D'accord? Collaboratif, ça veut dire que là, on va dire qu'on collabore sur quelque chose de sérieux. D'accord? Un projet où on est plusieurs distants et on collabore entre utilisateurs pour construire quelque chose, là, pour faire un prototype ou autre. D'accord? Après, ça peut être plus pour la distraction. Et donc là, ça va être tous les jeux multijoueurs, les jeux de stratégie, les jeux de simulation. Donc, on parle de multijoueurs et on parle de massivement multijoueurs. Alors bon, ça c'est juste un exemple. Et puis, bon, là, une architecture historique. Bien sûr, ça a commencé comme partout, pour tous les domaines. Ça a commencé par des applications militaires et donc de simulation militaire. Ensuite, ça va au gaming. Et donc là, par exemple, c'est un jeu de chat. Et là, on joue avec nos personnages et ça nous permet de chatter. D'accord. Alors, quel que soit l'objectif de l'application, quel que soit son objectif, on est sur une réalité virtuelle distribuée. Si elle est distribuée, donc elle est distribuée sur un réseau. D'accord. Alors, les modèles de communication sur réseau, vous les connaissez. Là, c'est juste pour vous dire qu'on utilise les architectures réseau. On peut utiliser un peer-to-peer, on peut utiliser un client-serveur, on peut utiliser un système à plusieurs serveurs, comme on peut utiliser un système à plusieurs serveurs coordonnés. Maintenant, dans quel cas on va utiliser un peer-to-peer et dans quel cas on va être plus sur client-serveur ou plusieurs serveurs ou bien plusieurs serveurs coordonnés. Donc là, ça va se jouer, on va dire, vous êtes concepteur, vous avez un cahier de charge, à vous de choisir l'architecture réseau que vous allez utiliser. Quels sont les points à prendre en considération pour choisir cette architecture réseau? De 1, le nombre de participants. Votre application, vous la concevez pour être utilisée entre 5 personnes. 5 personnes, je parle utilisateurs. Hein. Donc, ça peut être 5 utilisateurs. Donc, c'est 5 points sur le réseau, 10 points sur le réseau, 100
points ou bien des milliers de points. D'accord? Donc, à vous d'établir au départ qui va utiliser votre application. Combien de personnes vont pouvoir utiliser cette application en même temps? D'accord? C'est en temps réel, en même temps. Une fois que vous aurez fixé le nombre de participants, vous devez d'abord, encore, vous poser une autre question, qui est, est-ce que les informations qui sont partagées sont très importantes? C'est-à-dire, est-ce que pour vous, la cohérence de l'information qui est partagée est primordiale? Ça veut dire que, est-ce que quand un utilisateur va faire bouger un objet de x plus 10, il faudrait exactement que les autres le voient bouger de x plus 10. D'accord? En même temps, on va voir si on peut garantir comme ça le temps. D'accord? Ou bien, est-ce que pour vous, le plus important, c'est que les utilisateurs utilisent l'application en temps réel? Est-ce que le plus important, l'objectif de l'application, c'est de faire du temps réel et qu'il n'y ait pas de la latence liée au réseau? Ça veut dire que s'il va bouger son avatar ou son objet, il va bouger tout de suite. On ne va pas avoir un temps comme ça d'attente. D'accord? Donc, je rappelle, pour concevoir une application distribuée, de réalité distribuée, il faut fixer le nombre de participants qui vont l'utiliser en même temps. Il faut fixer vos objectifs. Est-ce que votre objectif, c'est la cohérence? Ça veut dire que s'il y a quelque chose ou un objet qui va interagir ou bien une modification dans un point du réseau, exactement la même modification va se répercuter sur tout le réseau. Ou bien, est-ce que le plus important pour vous, ça va être le temps réel? Est-ce que vous pouvez me donner des exemples et puis me dire, est-ce que le nombre d'utilisateurs ciblés, cohérence ou bien temps réel? Quelqu'un peut nous donner un exemple d'une application de réalité virtuelle distribuée? Après, on discutera sur le nombre de participants et sur les objectifs. D'accord. Donc là, c'est un jeu de foot en VR. Et donc, il y a plusieurs participants qui participent au jeu. Ça veut dire combien de participants on va avoir dans un jeu de foot. Alors, exactement 22, au minimum 22. Pourquoi minimum 22? Ok, il y a deux équipes, mais il y a combien de joueurs dans une équipe? Alors, celui qui a deux équipes a raisonné en équipe et celui qui a dit 22 a raisonné en joueur. D'accord? Après, voilà. Donc, si on joue en réseau sur ce genre d'appli, ça veut dire qu'on aura, chacun va choisir chaque utilisateur va prendre un joueur, d'accord? Ou bien il y a un joueur qui va gérer toute l'équipe et donc c'est lui qui va se passer la balle entre les joueurs virtuels, d'accord? Mais bon, ça reste une plage, on va dire de 2. Ça dépend de la conception du jeu, d'accord? De 2 à 22. Alors, si on est de 2 à 22, donc on a de 2 à 22 participants. 22 participants, c'est quand même
relativement petit, d'accord? On va dire que c'est petit. Donc, le nombre de participants est petit. D'accord. Est-ce que le plus important ici, c'est la cohérence ou le temps réel? Voilà. D'accord. Moi, je suis d'accord avec vous sur le temps réel parce que ça reste un jeu. D'accord. Donc, la cohérence n'est pas primordiale dans un jeu. Le plus important, c'est de s'amuser. D'accord. Et donc, si on veut s'amuser, il faut que ce soit du temps réel et qu'on perde pas de temps, bien qu'on ne va pas se lasser à attendre de voir les actions se produire au moment demandé. D'accord. Donc, on est sur une application VR de jeu qui va nécessiter entre 2 et 22 personnes sur le réseau en même temps, où l'objectif est du temps réel. D'accord. Très bien. Donc, comme ça, avec ces informations-là, je peux choisir l'architecture réseau. On me dit, dans le cas où de 1 participant, on peut faire du peer-to-peer. Je n'ai pas besoin d'un réseau, je peux faire du peer-to-peer entre chaque participant. D'accord. Maintenant, alors si on a plus, d'accord, si on a plus, on va faire centralisé, d'accord. Donc là, on nous dit de 8 à 32 joueurs, on peut faire du centralisé, d'accord. Si on va faire du centralisé, il faut faire attention. S'il y a un point central, il y a un goulot d'étranglement. Donc, possibilité d'avoir augmenté le temps de latence. Donc, si on veut absolument pas augmenter le temps de latence, vaut mieux aller vers un peer-to-peer. D'accord. Maintenant, on nous dit aussi qu'on peut avoir plusieurs serveurs, d'accord, donc plusieurs sous-réseaux, et ces sous-réseaux peuvent communiquer, d'accord, pour être coordonnés. Ils peuvent communiquer. Maintenant, est-ce qu'on va les coordonner ou non? Aussi, d'accord. Ils peuvent être coordonnés ou non coordonnés, d'accord. Donc, si on est sur, bien sûr, un multi-réseau, ça veut dire que le nombre de participants est beaucoup plus grand, d'accord. On va prendre pour chaque groupe de participants un sous-réseau, d'accord, un sous-réseau. Et donc, si tous les sous-réseaux communiquent entre eux, ils peuvent aussi être coordonnés, d'accord. Et donc, en général, si on cherche d'avoir de l'extensibilité, d'accord, on va plus avoir une architecture avec plusieurs serveurs. Si on cherche la fiabilité, d'accord, la fiabilité, ça sera plus avec serveurs ou des serveurs coordonnés. Si on cherche la simplicité, on va faire centraliser. Si on cherche l'interactivité, donc le temps réel, on va aller vers le sans serveur. Et donc, si on revient à notre exemple, ça va être une architecture sans serveur parce que le plus important pour nous, c'est l'interactivité. En plus, le nombre de participants, comme il est réduit, et donc ça ne posera pas de problème. On peut avoir un serveur, plutôt une architecture peer-to-peer pour réaliser notre réalité virtuelle distribuée. D'accord? Maintenant, OK, on a choisi notre architecture, ça c'est fait. Maintenant, comment on va partager l'environnement virtuel? C'est-à-dire, l'information, quand elle va changer, comment elle va être répercutée pour les autres participants. Donc, si elle change sur une station, comment elle va changer, d'accord, pour les autres. C'est ce qu'on appelle un état partagé, d'accord. Donc, un état partagé, c'est la réalité virtuelle, donc la scène virtuelle qui va être partagée. Maintenant, il existe plusieurs méthodes pour partager cette information-là ou ces informations-là. D'accord. On revient à nos caractères qu'on a cités tout à l'heure. La cohérence ou le temps réel. Donc, on parle de cohérence ou bien le débit. Il faut faire des choix. D'accord? Est-ce qu'on va maximiser la cohérence et donc minimiser le débit? Est-ce qu'on va maximiser le débit et donc minimiser la cohérence?
D'accord? Si dans notre cas, on va chercher un débit maximal, on va utiliser une méthode qui s'appelle Dead Reckoning, qu'on va voir plus tard. Si dans notre application, on cherche à maximiser la cohérence, on va plus utiliser un entrepôt partagé. D'accord? Après, on peut aller sur régénération fréquente, contrôle direct, interpolation, FPS, jusqu'à revenir à Dead Reckoning, et là, on aura maximisé le débit. D'accord? Donc, voilà, on va voir chaque méthode ce qu'elle fait. Donc, un entrepôt partagé, c'est plus adapté, d'accord, vers une architecture centralisée. Parce que, qu'est-ce qu'on avait dit tout à l'heure? Si on cherche la cohérence, on va aller sur une architecture réseau centralisée. Pourquoi centralisée? Ça veut dire que sur un serveur, d'accord, nous allons mettre notre entrepôt partagé. Donc, c'est l'état est conservé dans un lieu de stockage. Ce lieu de stockage s'appelle entrepôt partagé. D'accord? Et les mises à jour se sont faites dans ce lieu. Ça veut dire que si j'ai le poste 1 qui a effectué une action sur l'environnement virtuel, cette action, elle est envoyée au serveur, donc à l'entrepôt partagé, ensuite répercutée pour tous les autres participants. D'accord? Donc là, si on utilise cette méthode-là, on est sûr qu'on va avoir un maximum de cohérence. Et pour aller sur ce genre de méthode, il faut vraiment que l'application nécessite un maximum de cohérence. Donc, donnez-moi un exemple d'application où il est nécessaire d'avoir une cohérence maximale. Dites-moi. Oui, ok, très bien. Oui. Voilà, donc là, en fait, l'objectif est sérieux. D'accord? L'objectif, c'est pas de s'amuser, mais l'objectif, c'est quelque chose de sérieux. D'accord? Et donc, ça peut aller vers de la simulation. Donc, si on fait de la simulation partagée, ou l'exemple qu'on a cité au départ, le prototypage, quand on fait du prototypage virtuel partagé, donc on a plusieurs participants qui vont participer pour chacun apporte une brique, d'accord, pour construire quelque chose de commun. Et donc là, il est important de voir ce qu'a fait l'autre de façon fiable. D'accord? Ok, très bien. Donc sur ce genre d'application, il est très important d'avoir une cohérence maximale et donc d'utiliser une architecture qui va garantir un entrepôt partagé. Bien sûr, il y a des protocoles aussi qui garantissent la cohérence, et là, c'est du réseau, d'accord? Donc, il y a des protocoles réseau qui sont aussi utilisés dans ce sens-là. Alors, on avait dit que, bien sûr, l'avantage qu'on a une cohérence absolue. Maintenant, bien sûr, l'inconvénient, on va... sur ce genre de choses, on peut avoir un point névralgique, un goulot d'étranglement, et donc on va avoir un surcoût en communication parce qu'à chaque fois, il faut envoyer sur l'entrepôt partagé la modification, ensuite la répercuter sur tous les autres, et bien sûr, on va perdre en débit. D'accord? On avait dit, c'est des choix à faire. Soit on choisit d'avoir une cohérence maximale, soit on choisit d'avoir plus de débit. Et donc, si on a choisi de garantir la cohérence, bien sûr, on va perdre en débit. On ne peut pas tout avoir. D'accord? Donc, là, c'était pour entrepôt partagé. Maintenant, on peut avoir une régénération fréquente de l'état. D'accord? Et donc, on va un peu perdre en cohérence et se rapprocher un petit peu du débit. Puisque on ne voit pas... c'est exactement le même principe, mais là, on va utiliser un delta T. D'accord? On revient au timer. Et donc, chaque delta T, les mises à jour sont envoyées. Ce n'est pas, tout le temps, d'accord? Et ce n'est pas à chaque modification, mais suivant un delta T. Bien sûr, il faut jouer sur ce delta T pour ne pas trop perdre en cohérence. D'accord? Donc, il ne faudrait pas que le delta T ou bien le quantum de temps va être aussi grand qu'il y aura plusieurs actions. Et là, je vais risquer de perdre des actions que je ne vais pas sauvegarder.
D'accord? Je ne vais pas répercuter pour les autres. Donc, c'est ce qu'on appelle, c'est pour ça qu'on l'appelle régénération fréquente. Donc, régénérer, donc mettre à jour, d'accord, l'état partagé, le mettre à jour de façon fréquente. Fréquente, bien sûr, c'est au concepteur de jouer sur ce delta T pour, suivant le type de l'application. D'accord? Maintenant, on peut aussi avoir un contrôle indirect. D'accord? Un contrôle indirect. Alors, dans le contrôle indirect, on va jouer sur les estampilles. D'accord? C'est des estampilles temporelles. Et donc, un objet X, il va faire par exemple un déplacement de 10 sur l'axe X. D'accord? Et donc, à l'instant T0, il doit être à une nouvelle position. D'accord? Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déplacer X localement avec une vitesse. D'accord? Par contre, sur une autre machine, on va le déplacer avec une autre vitesse. De sorte à ce que l'autre vitesse, par exemple, va masquer, d'accord? Elle va masquer le temps qu'aura pris l'information pour arriver. Donc, le temps qu'aura pris l'information du déplacement à arriver à l'autre machine. D'accord? Donc, ça va être, on va jouer sur le temps, d'accord? Entre les différents postes pour qu'ils aient l'impression, d'accord? Au final, X, l'objet, il s'est déplacé sur l'axe X de plus 10, de plus 10. Maintenant, c'est la différence, elle est dans la vitesse de déplacement d'un poste à l'autre, d'accord? Pour cacher la latence, on appelle cacher la latence. Au final, le déplacement de l'objet, l'information du déplacement, elle a pris plus de temps à arriver à ce poste-là, mais ce qu'il va faire, c'est qu'il va la déplacer plus rapidement. D'accord? Et donc, il va cacher la latence. D'accord? Donc, dans un contrôle direct, on va être un petit peu on va dire un peu intelligent et on va dire que chaque poste, d'accord, va gérer ses objets différemment pour cacher la latence parce que l'objectif, c'est l'utilisateur. Lui, il ne sait pas en fait qu'il y a un réseau, qu'il y a un temps pour déplacer l'information dans le réseau. Donc, on va un petit peu jouer sur ça pour qu'il ne s'aperçoive pas, d'accord, que en fait, c'est différent d'un poste à l'autre. D'accord? C'est ce qu'on appelle le contrôle indirect. D'accord? Et donc, c'est des mécanismes qu'on utilise pour cacher la latence du réseau. Alors, une autre méthode qui va nous faire gagner du débit et perdre en cohérence, c'est l'interpolation. L'interpolation, c'est quoi? Une interpolation, c'est quoi? C'est qu'on prédit, d'accord? On a la position X et on a la position à des instants différents. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? D'accord? On va interpoler. Il se peut qu'il y ait, par exemple, dans un réseau, vous savez qu'il y a un risque de perte de paquets. D'accord? Donc, si un paquet est perdu, je sais que j'ai déplacé X de 0 à plus 10, de l'instant 1 à l'instant 5, par exemple. Entre ces instants-là, je ne sais pas ce qui s'est passé. Et donc, si je ne sais pas ce qui s'est passé, je vais, par interpolation, on va dire qu'il a suivi ce chemin-là. D'accord? Ici, je ne reçois pas la position, elle est perdue. Je vais garder l'objet immobilisé. Donc, je vais le garder stationnaire. D'accord? Donc, les interpolations, il existe plusieurs méthodes d'interpolation. On peut interpoler ce qu'on appelle interpolation linéaire. Donc, linéaire, c'est comme si je vais tracer une droite entre les deux positions que je connais et les positions intermédiaires vont être dans la droite. D'accord? Ça, c'est une interpolation linéaire. Donc, linéaire, c'est droit. Après, ça peut être une interpolation par plus proche voisin. Donc, il y a plusieurs, c'est des algorithmes mathématiques qu'on utilise pour prédire ou bien pour déduire une information qu'on ne connaît pas. D'accord? Et donc là, l'avantage, c'est qu'on a toujours la trajectoire, elle est connue, d'accord? Et on va, bien sûr, gagner en bande passante parce qu'on va gagner en débit quand on utilise ça parce qu'on n'a pas l'information tout le temps, d'accord? L'information qu'on a, on la présente à l'utilisateur et celle qu'on n'a pas, on va la déduire par interpolation. Alors, le problème, c'est qu'on peut avoir une trajectoire qui est fausse.
D'accord? On peut ne pas avoir l'interpolation, ne peut ne pas nous donner exactement la trajectoire qu'aura suivi le déplacement, par exemple. Alors, mais on aura gagné en débit, bien sûr, on perd en cohérence, hein, on le sait. Alors, maintenant, on peut utiliser un filtre de perception locale. En filtre de perception locale, ça va un petit peu revenir lorsqu'il n'y a pas d'interaction directe entre les objets. On va cacher la latence, encore une fois, en utilisant le temps. Donc là, on va ralentir le mouvement d'une machine par rapport à l'autre pour rattraper le temps perdu. En fait, là, on prend en considération, par exemple, qu'il y a les risques du réseau, qu'on peut avoir des pertes de paquets, et donc l'information, on l'a pas forcément. Par contre, si on est, par exemple, sur un entrepôt de données ou sur une information, on maximise la cohérence, on va faire on va renvoyer le paquet. D'accord? On va redemander à renvoyer le paquet parce que l'information, elle est importante. Par contre, ici, on ne va pas redemander à avoir le paquet, mais plutôt, on va essayer de le déduire. D'accord? Alors, la dernière méthode qui maximise le débit, c'est le dead reckoning. Le dead reckoning, c'est ce qui est utilisé dans les jeux massivement multijoueurs, par exemple. Dans les jeux sur réseau où on maximise le débit, on utilise dead reckoning. Et le dead reckoning, il fait des prédictions. Il va prédire l'état des objets basé sur l'état des mises à jour. Ça veut dire qu'on revient un petit peu à régénération fréquente, d'accord? Donc, on a des états, c'est-à-dire on mixe un peu avec régénération fréquente parce qu'on a les informations à des temps, d'accord? Mais on n'a pas tout le temps l'information. Du coup, ce qu'on va faire, c'est pas en fait on va pas essayer de cacher la latence, mais on va prédire. Donc, on va utiliser des algorithmes de prédiction qui vont nous dire, OK, je connais la position actuellement, je peux déduire, elle va aller où. D'accord? Donc, lorsque les mises à jour ont fait converger l'état donc, qui est mal prédit, d'accord, avec des algorithmes de prédiction. Donc là, on revient à régénération fréquente, mais on a quoi? C'est moins fréquemment. D'accord? Donc là, le quantum de temps, il est plus grand. D'accord? Il y a plus grand, le quantum de temps est plus grand. Ensuite, on va utiliser alors les algorithmes de prédiction. Il y en a plusieurs. On peut faire plusieurs techniques de prédiction. D'accord? Le principal, c'est choisir en fait la technique en fonction du genre du déplacement. Ça revient toujours à votre application, au type de votre application, pour choisir quelle est la prédiction la plus adaptée à votre jeu. Donc là, on a les informations à des instants éloignés dans le temps et le reste, ça va être prédit. L'avantage, bien sûr, on aura beaucoup moins de messages qui vont circuler sur le réseau. D'accord? Et donc, on va gagner en temps de calcul. D'accord? Et puis, on va gagner sur en débit. Par contre, bien sûr, on peut avoir des erreurs de prédiction. Si on a plus de latence sur le réseau, ça va augmenter les erreurs de prédiction parce qu'on aura encore, si on a des pertes de paquets alors qu'on reçoit déjà pas beaucoup d'informations, donc c'est sûr qu'on peut avoir des systèmes, des erreurs de prédiction. Par contre, il convient très bien aux gros systèmes qui vont fonctionner sur les WAN et donc sur des réseaux très grands. Donc c'est très adapté aux massivement multijoueurs. Alors, bon, je voulais juste citer un petit peu les jeux qu'on peut avoir en réseau. Donc, on a les jeux de stratégie temps réel, donc ce qu'on appelle les RTS. Ils peuvent être synchrones, asynchrones. On a les jeux à la première personne qui sont FPS. Comment on peut les concevoir. D'accord? Donc, cette partie, je vais vous la donner, mais on ne va pas la voir en cours. Je vais vous la donner. Vous pouvez la consulter à tête reposée si
si vous en avez besoin, d'accord, si ça vous intéresse. Donc, voilà. Donc là, il y a tout ça. D'accord. Et puis, je vous ai mis des références si vous voulez voir un peu comment concevoir ce genre d'application. Si vous voulez faire des jeux sur réseau, comment il faut s'y prendre pour le faire. Est-ce que, donc, ce qu'on a vu, on a vu de la réalité virtuelle sur poste, un seul poste. On veut la partager sur réseau, comment le faire, d'accord? Maintenant, on peut avoir de la réalité virtuelle web. Et donc là, ça va être du WebVR. Bien sûr, il faut avoir du WebGL, utiliser du WebGL. Il faut avoir un navigateur qui est nécessaire pour le faire. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? D'accord, merci. Alors, là, je voulais juste vous présenter quelques capteurs. D'accord? Vous voulez... Et donc, le tracking, d'accord, donc le tracking, c'est ce qui nous permet de suivre, d'accord, un objet ou une personne dans l'espace, d'accord. On parle du réel, d'accord, suivre la personne au réel. Et donc, on peut suivre la personne ou l'objet en l'instrumentant de capteurs. Ça veut dire qu'on va mettre les capteurs sur la personne elle-même, d'accord, ou sur l'objet lui-même. Comme on peut suivre une personne en mettant des capteurs, en instrumentant son environnement. Ça veut dire que le capteur va être sur l'environnement. Alors, pour des capteurs qui vont être sur l'environnement, l'exemple le plus basique, c'est une caméra. Donc, s'il utilise une caméra, qu'elle soit couleur, optique, profondeur, donc, quelle que soit la caméra, elle est dans l'environnement. D'accord? Elle va suivre l'objet qu'on est en train de traquer, suivant des algorithmes, d'accord, pour le faire. Ça peut être une Kinect, ça peut être, d'accord, donc c'est instrumenter l'environnement. Maintenant, on peut avoir des capteurs sur la personne elle-même, sur l'objet lui-même, d'accord. Donc, il y a des capteurs de position qu'on va utiliser sur la personne. Par exemple, un GPS. D'accord, il faut avoir un capteur GPS, par exemple, sur un téléphone. Et donc là, la personne qui va utiliser le téléphone, on doit pouvoir suivre sa position tout le temps dans le temps. D'accord, donc elle a pris le GPS sur elle. D'accord, donc voilà, donc ça, c'est les différents types de capteurs. Après, je voulais juste vous montrer quelques capteurs. Donc, on peut avoir des capteurs électromagnétiques, d'accord, qui sont comme ça, voilà, pour regarder comment la personne, elle est captée. Donc, elle a les capteurs sur elle-même, d'accord. On peut avoir des capteurs acoustiques, d'accord. Donc, les capteurs acoustiques sont en temps de vol. Donc là, voilà, par exemple, ce type de capteur. Donc là, ça, c'est un émetteur et ceux-là sont les récepteurs pour calculer le temps de vol. Après, voilà, donc si c'est des capteurs optiques, regardez par exemple ici, on a un capteur optique, d'accord, ça c'est un capteur qui est très... j'ai oublié le nom, c'est un capteur qui est très utilisé, qui est très précis, d'accord, il est utilisé dans les applications médicales, donc là vous voyez, il est rattaché à une sonde échographique, d'accord, donc là on a l'émetteur, ici, ça c'est l'émetteur. Et donc là, la sonde échographique, elle est instrumentée de ce qu'on appelle un T. C'est comme des trois boules qui vont former un repère.
D'accord? Et là, on peut suivre la personne. Ça, c'est une optique. Donc, c'est aussi donc là, il y a l'information qui sort d'ici. Elle va être captée par le T. D'accord? Et retransmise donc à l'émetteur pour calculer la position de l'objet où on est en train d'instrumenter. D'accord? Ici, c'est plus, on utilise plus des caméras. Donc, il y a plusieurs caméras pour vous savez, en fait, le problème de ce genre de capteur, c'est l'espace. D'accord? Donc, c'est l'espace de travail. Donc, là, on a un espace de travail pour pouvoir balayer tout l'espace de travail. Donc, il faut bien instrumenter l'environnement. D'accord? Donc, ça aussi, c'est un capteur optique. On a des capteurs mécaniques. Donc, ça, c'est un capteur mécanique. D'accord? Donc là, les objets sont, les doigts par exemple, sont rattachés à des objets. Et donc le mouvement va faire une action sur le fil. Et donc ça, c'est mécanique. D'accord. Après, on peut avoir aussi des gants de données, les gants comme on a vu pour les Manus VR par exemple. On peut les utiliser. Donc il y a des gants qui nous permettent de ressentir de l'effort. Il y a d'autres gants qui nous permettent juste de suivre le mouvement de la main. D'accord. Donc là, on instrumente la main. Donc le capteur, il est sur la main. Donc les doigts aussi. Et là, ça va être par exemple un exosquelette. Donc le capteur va capter la tête, les bras ou autre. D'accord. Donc là, ce sont des exosquelettes où on va utiliser pour capter tous les utilisateurs. D'accord. Je voulais juste en fait vous montrer le matériel, d'accord, technologique utilisé pour pouvoir suivre les personnes. Parce que je vous avais dit, si on fait de la réalité virtuelle, c'est pour pouvoir interagir avec l'environnement. Si on interagit avec l'environnement, il faut avoir l'interface. Et donc, l'interface peut être des capteurs, caméra, ou bien des capteurs carrément sur les objets ou sur les personnes. D'accord? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Des questions? D'accord. Alors, donc là, on aura terminé avec tout ce qui est réalité virtuelle. Donc, à ce niveau, demain, c'est TPVR. D'accord? Je vous ai envoyé le TP. Je vous ai envoyé le TP aujourd'hui. Et donc, le TP qu'on va avoir demain, ça veut dire que là, en fait, vous êtes capable de construire un environnement de réalité virtuelle. D'accord? Normalement, pour le TP, vous aurez terminé de construire vos modèles en 3D. Et là, nous allons voir comment les intégrer dans une scène virtuelle et comment on va pouvoir faire des actions sur nos objets. Donc, je vous ai envoyé le TP. Je vous avais dit, pour le TP, on va utiliser Unity. Après, pour le projet, pour ceux qui vont utiliser un autre moteur de jeu, vous pouvez utiliser un autre moteur de jeu. D'accord? Donc, pour demain, il faut installer, d'accord, Unity pour pouvoir l'utiliser. Et puis, oui. Donc là, sur le TP, je vous ai montré comment on utilise les objets. On va construire un petit exemple, d'accord, d'environnement virtuel. L'objectif, c'est vraiment que vous puissiez démarrer, d'accord, votre projet. Après, c'est en fonction du besoin. Mais là, pour le projet, c'est un peu, on ne va pas faire grand-chose. Ce qui est demandé dans le projet que vous allez rendre, c'est d'avoir l'environnement, donc avec... donc, il est demandé de faire une visite, d'accord? Donc, on va faire marcher, par exemple, là, le personnage
pour visiter le lieu que vous aurez modélisé. D'accord? Et donc, dans le TP, je vais vous montrer comment faire pour faire ce genre d'action. D'accord? Donc, voilà. Donc là, on aura terminé tout ce qui est réalité virtuelle et il nous restera un volet réalité augmentée que nous allons voir la séance prochaine. Inch'Allah. Donc, on prend une pause et on reprend en TD